أهلا بك هلال سلام عليك رمضان. أهلا بك هلال سلام عليك رمضان. Ikhwani akhawati, salam alaikum wa marhaba bikoum fi qanat Zenike TV. Chers amis, bonjour et bienvenue sur Zenike TV. Avant tout, j'aimerais accueillir notre invité d'aujourd'hui, M. Michel Dardenne. Salam alaikum, bonjour. Wa alaikum salam, Hassan Rahali, bienvenue. Merci de ton invitation. Barakallahu fik, c'est vraiment gentil. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais donner quelques chiffres. Depuis le début de cette crise sanitaire, le coronavirus, le Covid-19, nous sommes en Belgique, en tout cas, à 726 morts par million d'habitants. Ça nous donne un total de 8416 morts dans tout le pays, avec plusieurs dizaines de milliers de contaminés. Ça fait de notre pays le pays numéro 1 dans le monde lorsque nous comparons, je dirais, la proportionnalité entre la grandeur du pays, la densité, le nombre d'habitants, etc. Alors, j'aimerais aller plus loin en donnant les chiffres au niveau mondial. 265 000 morts jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme, avec confinement. Vous l'avez précisé, M. Michel Dardenne, en off, effectivement. Nous avons aussi fait une petite comparaison avec la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, en fonction des années, elle se situe, donc le nombre de morts se situe entre 150 000 à 650 000 morts, bien sûr, dans le monde, pas en Belgique, et c'est bien sûr en fonction des années. Et donc, si vraiment nous nous penchons réellement dans les chiffres, il est bien évident que le Covid-19 tue énormément en un très très peu de temps. Et c'est la raison pour laquelle nous allons rencontrer aujourd'hui notre invité Michel Dardenne. Michel Dardenne est professeur de plusieurs langues, professeur de communication, économiste, et vous êtes aussi conférencier et écrivain, dans le sens où vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle « L'Islam dévoilé ». On aura certainement l'occasion de lire votre livre et d'en parler, je l'espère bien. Monsieur Michel Dardenne, rebonjour encore une fois. Dites-moi tout d'abord comment vous vous sentez, comment êtes-vous dans ce confinement depuis la mi-mars? Oui, bonjour. Donc, merci de toutes ces spécifications. Et en effet, oui, voilà, maintenant on reste à la maison, on garde les enfants à la maison, comme tout le monde. Et heureusement, je comprends bien le français et le néerlandais, donc je peux savoir ce qui se dit au Conseil national de sécurité. Il faut savoir que 2 Belges sur 3, ils ne sont même pas nés en Belgique. Donc, quand vous allez dans les quartiers arabophones, turcophones ou autres, enfin, anglophones, italophones, il y a des tas de gens qui ne suivent pas les nouvelles belges, mais qui suivent les nouvelles de leur pays. Et donc, ça doit sûrement être une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de contamination en Belgique, c'est que le gouvernement ne communique pas dans les langues des citoyens. Donc, heureusement, je dirais, je peux suivre l'actualité. Et voilà, donc très rapidement, déjà au mois de mars, lorsque on a commencé à rester à la maison, j'ai déjà dit que rapidement, il faut faire des masques, faire des masques soi-même. Je n'ai pas compris pourquoi les ministres n'ont pas fait appel à tout le monde à faire des masques. Il y a des tas de gens qui ont une machine à coudre à la maison ou avec, voilà, qui auraient pu faire des masques. Et puis finalement, il y a des tas de petits artisans qui en ont fait, qui en ont vendu. Donc voilà, maintenant, oui. il y en a sur le marché. Monsieur Michel Dardenne, la raison pour laquelle je vais répondre à la question, vu que cette fois-ci, je prends le rôle de celui qui va répondre à cette question. Pourquoi le gouvernement? Mais le gouvernement, au début, ils ont dit que ce virus était bénin et que le masque ne servait à rien du tout. C'est ce qu'ils ont dit pendant plusieurs diffusions dans plusieurs journaux depuis le départ. Alors, est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que... Oui, évidemment. On est un petit peu influencé aussi par les médias français. Je crois que c'est surtout en France les ministres français qui ont dit ça. Je crois qu'il y a eu un peu moins de déclarations en Belgique. Mais il faut dire que la Belgique, au moment où on est rentré en confinement,
étaient en plein occupés à se disputer. Enfin, ils disputaient tous pour savoir comment former un gouvernement. Donc finalement, personne n'avait la tête à ce virus. Et c'est peut-être pour ça que finalement, les premières réactions ont été difficiles avant de se mettre d'accord, même sur un confinement. Enfin, finalement, ils se sont tous mis d'accord qu'il fallait confiner. Mais c'était, il y a eu des balbutiements. Encore plusieurs fois, ils ont dit oui, mais enfin, bon, on confine, mais enfin, on peut quand même pas annuler tous les événements, fermer tous les restaurants, etc. Donc, il y a notamment en Anvers, il y a encore eu des balbutiements là. Donc, voilà. Étant donné que le monde politique se disputait, ça a pris un certain temps avant qu'ils aient leur tête à ce virus. Hein. Et ça a duré longtemps après le carnaval. Hein, parce que déjà, le carnaval, pas question d'annuler le carnaval pour tous les chiffres d'affaires que ça fait. Donc, voilà, ça a duré donc jusqu'au, finalement, début mars ou mi-mars, avant que finalement, on se mette à s'isoler pour éviter les contagions. Mais c'est même très intéressant ce que vous dites, hein, comme quoi nous n'avons pas de gouvernement, ils étaient occupés, ils sont toujours occupés, même pendant le confinement, même pendant cette crise sanitaire, il y a encore pas mal de politiciens qui font de la politique politicienne et chacun essaye de prêcher pour sa paroisse. C'est intéressant ce que vous dites, comme quoi effectivement ce gouvernement ou les politiciens de ce pays étaient occupés dans leurs propres affaires et ils ont négligé. Est-ce qu'on pourrait parler de négliger justement cette situation si grave? Négligence, moi je ne vais pas jusqu'à dire ça. Je crois que c'est normal au moment où ils sont occupés à négocier pour former une majorité. Je crois que c'est normal qu'ils aient tous leur tête à l'ensemble du programme qu'ils veulent faire passer et que donc ils n'ont pas fait attention à ça. Mais par contre, ce que je trouve, moi, vraiment une négligence, c'est encore beaucoup plus grave que d'avoir commencé tard avec les actions, c'est qu'ils continuent à communiquer dans seulement 2 ou 3 langues, alors qu'en Belgique, et sûrement à Bruxelles, enfin à Bruxelles, même en Flandre, enfin il y a énormément d'étrangers. Oui, à Hasselt, à Malines, enfin il y a plein de villes où il y a énormément d'étrangers et des gens qui n'ont pas toujours bien appris le français, ou même s'ils connaissent le français et le néerlandais, ils écoutent les médias de leur pays d'origine, je dirais, et ça veut dire qu'ils ne sont même pas au courant de ce qui se passe en Belgique. Et donc ça, je crois que c'est vraiment, même sur le site Internet, enfin sur Internet, il n'y a pas d'explication sur les règles belges, ni en turc, ni en arabe, ni en allemand, ni en italien. C'est intéressant, monsieur Michel Dadel, ce que vous dites, effectivement, car le plus important, et surtout lorsqu'il s'agit d'une crise sanitaire, d'une crise, d'une maladie, un virus mortel, il est pas plus du tout important de se dire, tiens, nous sommes dans un pays francophone ou une région francophone et néerlandophone. Le plus important, comme vous dites, c'est de communiquer pour que justement les gens soient conscients du danger. C'est ce que vous dites, hein, là. Oui, et je dis donc, en dehors de toute crise où ils étaient occupés à se disputer, là, c'est vraiment de l'incompétence, de la mauvaise gestion, parce qu'ici, surtout, du fait de moins bien communiquer, on tue les gens. Donc, l'absence de communication dans certaines langues fait que, sans doute, c'est pour ça que les chiffres sont élevés en Belgique. Vous savez, on dit que tous ceux qui sont dans les homes de personnes âgées sont comptés systématiquement comme Covid-19. Oui, mais il y a des tas de gens qui meurent à la maison. Hein. Ceux-là, on ne les constate même pas. Moi, je connais plusieurs personnes qui sont mortes à la maison, clairement du Covid-19, mais ils ne font pas de diagnostic post-mortem, et ça veut dire qu'ils ne sont pas repris dans les statistiques. Hein. Donc, je veux dire, les statistiques, ça va dans les deux sens, mais de toute façon, la situation en Belgique est grave, comme d'ailleurs dans tous les pays riches. Hein. Il faut quand même se rendre compte que c'est les pays riches surtout qui sont touchés par ça. Hein. Comment vous l'expliquez, que ce sont les pays riches qui sont le plus touchés? Écoutez, ça, je crois que c'est dû au fonctionnement de la médecine. Hein. Je connais bien le fonctionnement du système médical, puisque mon père était syndicat pendant 40 ans. J'ai entendu à la maison la façon dont il négociait la mise en place du service, de la sécurité sociale, du statut indépendant des médecins, les systèmes hospitaliers, etc. Donc, j'entendais ça tous les jours. Ça faisait partie des conversations
de tous les jours ou même du week-end, parce que mon père était très impliqué là-dedans. Il était médecin, votre père, hein? Anesthésiste, oui. Anesthésiste et donc président de la chambre syndicale du côté flamand pendant, je crois, une quarantaine d'années, enfin. Il a notamment participé à ces grèves déjà en 1964. Enfin, donc, je dirais de 64 pendant, ça a duré 30 ans, 40 ans, que cette sécurité sociale a été fabriquée en négociation entre les mutuelles, les partis politiques et les médecins. Donc voilà, ça veut dire que le système belge, il est comme dans les pays riches, très soumis à la coopération avec le système pharmaceutique. Et il y a notamment les patentes sur les produits pharmaceutiques ne sont que 20 ans ou 30 ans. Ça veut dire qu'il faut toujours des nouvelles molécules. Et ça veut dire que des anciennes molécules qui étaient bonnes, eh bien, on essaye toujours de ne plus les utiliser pour utiliser des nouvelles molécules. Ce qui fait, vous savez, même si le café il était bon il y a 500 ans, c'est pas parce que on va pas faire un nouveau café tous les ans, quoi. Hein, je veux dire, quand le café il est bon, quoi. Et c'est ça que je veux dire, c'est que le système belge, il veut toujours faire de nouveaux, enfin pas que belge, hein, les pays riches, ils veulent toujours faire des nouveaux médicaments avec les anciens médicaments qui sont très bon marché d'ailleurs et qui sont abondamment utilisés dans les pays pauvres. Et il y a évidemment parmi les anciennes molécules beaucoup de très bons médicaments, parfois mieux que les nouvelles molécules, enfin mieux, j'exagère, mais voilà, il y a en tout cas parfois aucune amélioration. Moi, il y a parfois des anciennes pommades, des anciens médicaments que je cherche, que j'utilisais du temps de mon père, mais qu'on ne trouve plus nulle part, parce que ce sont des choses qui ne valent plus rien, enfin. Hein. On les trouve, oui, ou quand je vais au Maroc, je les trouve. Et ici, je ne les trouve plus en Europe. Donc, le médicament aujourd'hui, avec le lobbying pharmaceutique, c'est devenu un peu comme les fabricants de voitures. Donc, chaque 2 ans, pour booster leur économie ou leur vente, ils doivent faire de nouveaux modèles. C'est un peu plus ou moins, je caricature, hein, un peu plus ou moins comment vous l'expliquez. Et c'est tout le débat, enfin, beaucoup de gens ont suivi le débat qu'il y a eu en France avec le professeur Dr Didier Raoult à Marseille, qui a utilisé 2 anciens médicaments, hein, le plaquenil qui contient de l'hydroxychloroquine et puis de l'azithromycine qui est un antibiotique. Il a utilisé ça avec un taux de mortalité qui est beaucoup moins élevé à Marseille que dans le restant de la France ou même des autres pays comparables. Hein. Et ça veut dire que, évidemment, c'est quelque chose qui coûte, je crois que c'est un traitement qui revient à 12 ou 18 euros pour tout le traitement. Évidemment, ça n'intéresse aucune société pharmaceutique. Ils préfèrent avoir mieux. Et je dirais aussi, comme tous ces pays riches vivent en temps de paix depuis longtemps, ça veut dire que la mise au point d'un médicament, ça se fait toujours avec des tests, toute une procédure qui dure 4 mois, 6 mois, 8 mois, alors qu'ici, on a été foudroyé par un coronavirus qui nous est arrivé là, très contagieux et comme tu l'as dit, très mortel. Ben, on n'a pas le temps. C'est comme on est en temps de guerre. Enfin, on n'a pas le temps. D'ailleurs, le président Macron utilisait ça. On est en guerre. Hein? Enfin, c'est peut-être un mot, pas tout à fait le bon mot, peut-être, en tout cas pas en Belgique. Mais ça veut dire qu'en des temps comme ça, c'est de la gestion de crise. Il faut dire, bon, voilà, qu'est-ce qu'on a, quoi. Hein? Si on n'a que le bout de ficelle et le sparadrap pour rattacher quelque chose, ben, on utilise la ficelle et le sparadrap, le temps de trouver la bonne vis ou de fabriquer la bonne vis. Ça dure trop longtemps. Donc, ça veut dire que le système médical, en plus, vous savez, mon fils est médecin aussi, enfin lui il est psychiatre, c'est dans un autre domaine, mais même dans les universités, les médecins, ils apprennent à faire des diagnostics selon toute une série d'équipements ou de tests prévus, et ils ne peuvent pas faire un diagnostic autrement. Et d'après les résultats, qui sont évidemment bien documentés et tels qu'ils les apprennent en médecine, ils ont tel et tel traitement à appliquer, ils ne peuvent pas faire un autre traitement. Ça veut dire que... C'est pas logique, c'est pas logique. Quand vous êtes médecin et que vous êtes devant une situation d'urgence, vous devez tout de même faire avec les moyens de bord. Et le médecin, lui, il est là pour soigner. Il doit faire son possible. Il ne va pas attendre qu'un laboratoire puisse étudier pendant plusieurs mois un médicament pour pouvoir soigner les gens. S'il est devant lui quelqu'un qui est en train de rendre l'âme, ben, sa responsabilité serait normalement, c'est de faire avec les moyens du bord, non? Comme il a fait donc le docteur Raoult.
Non? Oui, je dirais, même quand on n'est pas jusqu'à la mort, mon père, à un certain moment, il a dû, en Afrique, il a dû soigner des malades. Mon père est anesthésiste, donc, hein. Donc ça veut dire qu'il a aussi appris les protocoles, les produits qu'il faut donner pour endormir les gens. Et il a dû guérir des gens après des guerres locales qu'il y avait dans un pays d'Afrique, peu importe lequel. Et donc il a dû anesthésier des gens pour qu'on leur ampute une jambe ou pour qu'on les répare, enfin qu'on leur mette des broches, des gens gravement blessés. Eh bien, comme il avait très très peu de produits, ou certains moments il n'en avait pas, eh bien, les malades qui avaient perdu suffisamment de sang, ben, il ne les anesthésiait pas. Parce que quand ils ont perdu 1 litre ou 2 de sang, ben, on est complètement endormi. On n'est pas conscient. Ça veut dire qu'il ne faisait que surveiller, mais il ne gaspillait pas son produit. Alors, c'est évidemment pas quelque chose qui est autorisé d'après les études de médecine. Hein. S'il faisait ça en Belgique, quelqu'un qui, dans un accident, par exemple, a perdu beaucoup de sang et qu'il ne l'anesthésie pas avant de faire une chirurgie, ben on le condamnerait pour exercice illégal de la médecine. Hein. Donc, ça veut dire que vous parlez donc d'un cas de force majeure. Donc, et ici, nous sommes, ou nous étions, ou nous sommes toujours dans un cas de force majeure. Et donc, un médicament, donc, il fonctionne ou il a fonctionné dans certains cas, on continue à l'utiliser. D'ailleurs, la Belgique a enfin, hein, depuis maintenant des semaines, fait recours à ce médicament, le chloroquine et toutes ces substances dérivées. Oui, bien sûr. Hein. Les conclusions arrivent finalement de façon très logique. Mais en tout cas, il est vrai qu'en des temps de crise pareille comme ça, il y a dans les pays riches une tendance à ce que les gens des ministères contrôlent le travail des médecins au-delà de leurs compétences, alors que les médecins, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire, évidemment. Effectivement. Alors, revenons à la gestion de cette crise. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, quel est votre avis là-dessus? Oui, alors comme je dis, hein, on s'est mis en route assez tard parce qu'on ne s'est pas rendu compte rapidement de ce qu'il y avait pour un tas de raisons qu'on a dites. Mais bon, enfin, je crois que maintenant, depuis la mi-mars ou fin mars, je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'hésitation. On sait que c'est une maladie très contagieuse, on sait que c'est une maladie qui fait énormément de dégâts, voire même des infirmités. Hein. Et donc, ça veut dire que compte tenu de tout ce qu'on sait, eh bien, en effet, hein, le nombre de morts reste élevé, le nombre de malades reste élevé. Et donc, moi, je crois en effet qu'il y a déjà une première erreur énorme. Je l'ai dit, je ne vais pas la répéter. On ne communique pas dans la langue du citoyen dans ce pays. Hein. En Belgique, les ministères communiquent dans la langue des fonctionnaires. Quitte à la population à s'adapter, mais on ne communique pas l'État n'est pas au service du citoyen ici. En ce qui concerne selon vous, c'est l'État qui doit être au service du citoyen. Et si nous avons 200 nationalités ou 200 ou une quinzaine ou une vingtaine de langues, l'État devrait sur son site avoir la possibilité de traduction de ces communications. Écoutez, en tout cas, c'est tellement facile aujourd'hui de le faire avec tous les outils informatiques. Et puis d'ailleurs, il y a tout le personnel qu'il faut. Hein. Il y a des tas de fonctionnaires qui parlent très bien le turc, le roumain, l'arabe, le polonais, le sud-africain, s'il faut. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Il y a énormément de gens qui sont originaires d'autres pays, qui travaillent dans les maisons. Vous savez qu'à la police, lorsqu'il y a une déclaration, quelqu'un qui vient déposer plainte, par exemple, un hispanique qui vient déposer plainte, eh bien, même s'il y a un agent de police qui parle très bien espagnol en face de lui, il n'a pas le droit de lui parler. Il n'a pas le droit de lui parler. Même dans l'enseignement, vous savez, un prof d'anglais ne peut pas parler anglais aux parents de ses élèves si, par exemple, des parents roumains, ukrainiens, je dis quelque chose, vietnamiens, qui ne parlent pas le français, mais qui parlent anglais, eh bien, le prof d'anglais ne peut pas parler anglais pour résoudre les problèmes. Dans l'enseignement francophone. Dans l'enseignement francophone. Dans l'enseignement néerlandophone, mon expérience est différente. Les professeurs parlent, quand ils peuvent parler en français ou en anglais, ils le font. Donc, je préfère préciser. Mais le règlement francophone l'interdit.
Donc, un prof peut se faire mettre dehors s'il parle une autre langue que le français avec des parents ou avec des élèves. Donc, je dirais, il y a quand même… C'est grave, ça. C'est grave. Alors que le but, c'est de communiquer. Le but, c'est vraiment s'il y a un problème, c'est de trouver une solution. La maman ou le papa, donc, c'est pas de sa faute s'il ne parle pas parfaitement la langue, vu qu'il n'est là que depuis quelques années, éventuellement. Je pense, comme vous dites, c'est les services qui doivent aller vers le citoyen et non le contraire. Oui, moi, d'ailleurs, j'ai expérimenté le positif de ça. Moi, j'étais francophone à Gand, en Flandre, donc, et ma mère, par exemple, ne parlait pas beaucoup le néerlandais. Elle était française d'origine, mais lorsqu'elle allait à l'école discuter des problèmes de ses enfants, que ce soit moi ou mes frères et sœurs, eh bien, le directeur de l'école ou même les profs de l'école lui parlaient en français, et comme ça, elle pouvait donner comme travail à la maison aux enfants ce qu'il faut. Hein. Donc, elle comprenait les problèmes qu'il y avait ou elle pouvait rapporter les problèmes qu'il y avait aux profs. Hein. Mais à partir du moment où les parents ne peuvent pas communiquer dans une autre langue que celle de l'enseignement, c'est un problème. C'est un problème. Alors, voilà. Michel Dardenne, et je dis ici, excuse-moi, Hassan Rahali, ici je dis c'est vraiment important parce que le fait de ne pas communiquer dans la langue des citoyens, ici, on fait des morts. Et on continue à en faire. Hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui, effectivement. Non, c'est un point important. On l'a dit 3 fois, je pense, dans cette émission. C'est vraiment très, très important. C'est la communication. Vous êtes d'ailleurs prof de communication. Il est tout à fait normal que vous vous penchez sur ce point-là qui est essentiel. Effectivement, en communiquant comme il faut, on peut prévenir des contaminations et de nombre de décès. Alors, par rapport aux décès, il y en a eu ces derniers 24 heures 76, donc ça continue tout de même. Donc, il y a une baisse tout de même significative. Hein. Oui, il y a une baisse significative. Enfin, ça reste un virus très dangereux. D'ailleurs, il y a beaucoup d'inquiétudes sur le… Ça veut dire que le confinement fait son travail. Le confinement fait son travail. Oui, mais le déconfinement, par exemple, où ça c'est vraiment extraordinaire, les familles ne peuvent pas se voir, les voisins ne peuvent pas s'inviter, mais on va maintenant mettre les élèves à l'école. Ouais, c'est d'un non-sens complet, n'est-ce pas? Parce que ça reste une maladie, il faut quand même savoir, il y a eu… alors on ne sait pas si ça a été fait exprès ou pas exprès en laboratoire, là, il y a des tas de théories, les accusations de Trump contre la Chine. Enfin, le virus, le coronavirus est quand même un virus dans lequel il y a des séquences du VIH, et ça veut dire qu'on ne sait pas très bien tout ce que ça peut apporter comme conséquence à long terme. Hein. Ça veut dire qu'il faut absolument d'abord communiquer, mais faire attention réellement. Hein. C'est quoi ça est-ce qu'il y a une logique que dans un parc, si les gens sont assis dans un parc à 5 mètres les uns des autres, enfin un petit groupe de familles, eh bien vous voyez la police, ils viennent crier avec leur mégaphone. D'ailleurs, entre nous, ils sont à 2 ou à 4 dans la même voiture sans masque. Hein. Je ne sais pas s'ils sont maris et femmes nécessairement, mais je veux dire, les policiers ne montrent pas l'exemple en tout cas. Et puis ils disent à tout le monde, rentrez à la maison, c'est dangereux, etc. Alors qu'ici, dans les écoles, on va confiner 10 élèves avec un prof dans une classe. Il n'y a rien de logique. Selon vous, le retour à l'école est prématuré? C'est-à-dire qu'il est prématuré étant donné la date, n'est-ce pas? Ça n'a aucun sens, je trouve, de prendre des risques maintenant, d'autant plus que la maladie n'est pas terminée. Regardez, en Allemagne, ils ont ouvert les écoles. Après 8 jours, ils ont dû les refermer tellement les contaminations explosaient. Donc, je dirais, je ne vois pas très bien ce que ça coûte d'attendre le mois de septembre. On peut très bien faire des choses par électronique. J'en ai effectivement parlé dans une autre émission avec Dr Talib El-Mehdi. Il est exactement du même avis que le vôtre, c'est de reprendre en septembre, quitte à faire une durée d'1 mois et demi de rattrapage, de rattraper un peu ce qui a été perdu, mais il vaut mieux rester confiné jusqu'en septembre. Alors oui, effectivement, donc le déconfinement pose un vrai problème. C'est vrai, bon, l'État belge n'a pas tout mal fait non plus. Donc ils ont quand même réagi, je dirais. Essayons de rester positifs. On est là, on doit tout de même être la main dans la main en face de cette crise qui finalement ne choisit pas entre le riche et le pauvre, hein, ni le blanc, ni le noir, ni le jaune, etc. Donc, il y a des erreurs flagrantes qui sont là, nous le connaissons aujourd'hui. Par rapport à l'économie, il y a des mesures qui ont été prises, des mesures par rapport donc, aux PME, des petites sociétés. Donc,
c'est certain, les montants octroyés de 4 000 € par entreprise, c'est une petite chic entre les dents. Mais il y a certains qui vont dire oui, c'est mieux que rien. Il y a aussi ce revenu de passerelle. Est-ce que selon vous, c'est suffisant? Est-ce que l'État belge peut faire mieux? Oui, déjà d'abord, le fait que les restaurants sont fermés et que tout le monde cuisine à la maison, je dirais c'est déjà une bonne chose pour renforcer le système immunitaire, hein, parce que si tout le monde mange des légumes frais avec des épices, etc., en tout cas, déjà, je dirais c'est déjà une bonne chose pour la santé publique, ça, de manger frais. Tous les restaurants ne font pas de la malbouffe non plus. Hein. Non, enfin, comme ça, les gens se rendent mieux compte de ce qu'ils mangent. Ils apprécieront peut-être mieux encore les bons restaurants et délaisseront peut-être plus facilement les mauvais restaurants. Mais notamment pour les restaurants, enfin, évidemment, il y a des problèmes. Ils ont donné quelques petites compensations. Enfin, vous savez, il y a des restaurants, la compensation, elle ne sert même pas à payer le loyer. Hein. Donc, je veux dire, ils font passer ça comme si c'était, les ministres, ils font passer ça comme si c'était leur donner à manger. Mais non, ils ont même pas de quoi payer le loyer avec ça. Donc, ce que je veux dire. Le nombre de faillites a explosé. Et il y a des grandes enseignes sont en faillite aujourd'hui. En plus, les assurances, du fait qu'il n'y a pas eu de déclaration de catastrophe sanitaire ou naturelle, ben les assurances n'interviendront pas. Mais c'est une question, c'est un point très important. Vous avez anticipé ma question. C'est effectivement un point sur lequel je voulais moi venir avec vous. C'est effectivement pourquoi l'État n'a pas fait une déclaration de catastrophe naturelle. Comme on le sait, lorsque maintenant il y a un ouragan et que tout par rafale, il y a une situation de catastrophe naturelle. Est-ce que ceci n'est pas considéré comme une catastrophe naturelle? Je ne sais pas, mais enfin, peut-être qu'il y a en effet des fédérations sectorielles qui devraient en faire la demande. Hein. Par exemple, la fédération de l'ORECA, je ne sais pas s'ils ont fait la demande, mais les hôtels qui sont vides, les restaurants qui sont vides. Nous poserons la question. J'espère qu'ils ont fait la demande au ministre compétent pour évidemment déclarer l'état de catastrophe pour qu'il n'y ait plus de réticence de la part des assurances à dire oui, mais enfin, vous êtes assuré pour une diminution de chiffre d'affaires, mais le Covid-19 n'est pas assuré. Je veux dire, à un certain moment, il faut évidemment prendre les bonnes... Les assurances aujourd'hui, donc le citoyen il est obligé d'être assuré, mais lorsqu'il s'agit lorsqu'il a un dégât quelconque, bien entendu, l'assurance va intervenir, mais donc 2 jours plus tard, il est remballé. Vous dites, monsieur, désolé, mais on ne va plus vous assurer. Donc, c'est tout de même, vous êtes vraiment entre le clou et l'enclume. Hein. Je veux dire que c'est peut-être un petit peu rude, ça. Il y a quand même des assurances qui payent, mais évidemment, les assurances, oui, c'est devoir payer le complément de chiffre d'affaires à tous les indépendants à des moments où on a fermé les commerces. Ben, on comprend que les assurances résistent. Hein, nous, on se réfère à des plaintes de nos spectateurs. Hein. Donc, encore tout à l'heure, nous avons parlé donc de toutes les assurances ne procèdent pas de cette façon, mais encore une fois, plusieurs personnes nous ont assuré que ils ont déjà vu qu'il y a un cas pareil où ils ont déclaré un incendie et quelques jours plus tard, on leur dit ok, nous vous indemnisons, mais nous ne voulons plus vous assurer. Donc, et ça, c'est vraiment très grave. Là aussi, l'État devrait avoir un meilleur contrôle là-dessus. Alors, un autre point par rapport aux mesures, donc à la 2e ou la 3e semaine du confinement de cette crise sanitaire, le gouvernement annonce comme quoi donc annonce qu'il a eu un accord avec les banques pour reporter les crédits et en l'occurrence les citoyens étaient soulagés. Ils se sont dit tiens, le crédit à la consommation, ouf, on va pouvoir respirer. J'ai un leasing de voiture, ouf, je vais pouvoir respirer. J'ai un prêt hypothécaire, je vais aussi pouvoir le faire. Et finalement, nous nous sommes renseignés, nous avons même aussi téléphoné aux banques pour savoir un peu comment les choses fonctionnent. Pour bénéficier de cet avantage de report, c'est juste pour reporter quelques mois le temps que l'économie se redresse, ben, il faut réunir des conditions impossibles à réunir. Alors là aussi, est-ce que le gouvernement n'aurait pas tout simplement fait comme il a été fait dans d'autres pays, en l'occurrence le Maroc, où le gouvernement a tout simplement exigé des banques de tout reporter sans exception jusqu'à nouvel ordre? Oui, évidemment, on pourrait demander à l'État de mettre des règlements sur tout, mais à mon avis, je crois que vraiment la priorité pour éviter les dégâts économiques,
c'était d'abord d'avoir des masques, d'avoir des tests et d'avoir des traitements. Alors, je crois que tout ça se met en place maintenant, mais disons qu'avec une industrie textile, on a une industrie textile flamande, hein, bon, je ne sais pas très bien pourquoi ça a duré jusqu'à maintenant, enfin, depuis cette semaine, et distribue des masques à Bruxelles, en tissu, donc, je ne sais pas très bien pourquoi ça a duré tellement de temps. Moi, j'ai des tas d'amis, parce que je suis de Flandre, j'ai des tas d'amis qui ont des usines qui auraient pu produire des masques, et évidemment, déjà après 8 jours ou 10 jours. Hein. Donc, je dirais qu'il y a des mesures qui n'ont pas été prises, et notamment pour préparer le déconfinement. On en paye les conséquences aujourd'hui, parce que le temps passe très vite. Nous sommes déjà à 30 minutes. Nous allons essayer de rester plus ou moins dans cette tranche de durée. Une dernière question, comment on pourrait redresser, mais tous ensemble, cette économie, tout en... j'ai rencontré donc un député président du Parlement flamand. Nous avons parlé par exemple, que les mandataires politiques puissent donner une partie de leur salaire, etc. C'était aussi une question. Maintenant, bon, le skit, comment on pourrait ensemble redresser l'économie, le citoyen et le politique? En tout cas, déjà, il y a toute une série de secteurs qui n'ont plus travaillé. Enfin, je parle de l'État maintenant. Il y a des fonctionnaires qui n'ont pas travaillé. Il y a même la médecine, hein, les oncologues, les radiologues, les chirurgiens, ils sont tous en travail. Hein, donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, depuis 2 mois, la sécurité sociale fait énormément, fait énormément d'économies. Hein. Donc, les ministres, les parlementaires, ils sont quand même beaucoup moins au Parlement que d'habitude. Donc, ça veut dire qu'en effet, les gens qui travaillent moins et qui en ont les moyens, surtout avec des salaires souvent des 3, 4, 5, 6, 7, 8 000 euros. Est-ce que ça ne pourrait pas être un appel général? Je cite encore une fois le Maroc, vu que je suis originaire du Maroc et je suis aussi l'actualité là-bas, bien qu'il est facile de suivre toutes les actualités du monde. Je dirais que le roi Mohamed VI, il a demandé à tous les mandataires politiques de donner en tout cas le premier mois au début de cette crise. Est-ce que ce ne serait pas aussi, je dirais, honorable pour le politique? Les mandataires politiques et les fonctionnaires d'ailleurs, hein, qui ont les fonctionnaires et qui ont des gros salaires. Voilà. Donc je dirais, ils ont la sécurité toujours, mais lorsqu'il se passe des choses comme ça, vous savez, avec les marchés qui sont fermés, il y a des gens, ils vont vendre quelque chose sur le marché pour nourrir les enfants le soir. Hein. Et s'il n'y a pas de marché, une journée sans marché, il n'y a pas à manger à la maison. Donc du fait que depuis 2 mois, ces gens ne travaillent pas, même si c'est du noir, enfin ça n'en reste pas moins des gens. Hein. Il y a des situations qui sont très difficiles et en effet, si tous les fonctionnaires, sûrement les mandataires politiques, surtout avec ces doubles, triples, quadruples mandats, si ces gens faisaient un effort envers les pauvres, ben, ça serait pas mal, je dirais. Certains le font, certains des politiciens le font. D'ailleurs, la personne que je ne citerai pas son nom maintenant, le reportage sera diffusé bientôt, avec son groupe politique, font déjà cette démarche. C'est tout à leur honneur. Ça pourrait être vraiment bien si ça était généralisé, peu importe majorité, opposition, etc. Alors, oui, Monsieur Michel Dardenne, nous allons revenir, j'espère bien, encore sur cette situation où on parlera comment on pourrait faire face à cette crise, cette fois-ci économique, car nous avons fait dernièrement aussi un reportage sur donc les associations, et heureusement qu'elles sont là, c'est nombre d'associations, des bénévoles, des jeunes, des femmes, des hommes qui sont là pour aider ceux qui n'ont plus de travail. Parce que oui, il y a un autre dossier que j'aimerais ouvrir bientôt, c'est les sans-papiers, les sans-voix. Ces personnes-là, elles font partie de notre société. Et aujourd'hui, comme toutes les autres, sont dans une situation précaire. Et si ces associations-là ne préparent pas à manger tous les jours, ne font pas des paniers de vie pour ces groupes-là, ben, vous savez, je vous assure qu'on aurait des morts à ramasser dans la rue. Oui, la reprise économique, elle devra se faire à 2 niveaux. Un premier niveau, évidemment, ce sera ce dont tu parles, c'est toute la base. Hein. Il faudra en effet voir que les gens aient les moyens de se remettre au travail et qu'ils puissent tous avoir une situation digne et respectée. Mais il y a aussi, je dirais, l'euro, et ça c'est évidemment un petit peu ma matière puisque je suis économiste, mais avec l'euro et l'Union européenne et tout ce qui se passe comme tension maintenant entre les pays dans le monde, les guerres commerciales qui s'annoncent,
Donc, je veux dire, il y a d'autres choses aussi à régler au niveau fédéral et européen qui est évidemment tout aussi important pour pouvoir régler les choses, mais enfin, ça fera sûrement l'objet d'un autre débat peut-être. Oui, absolument. Un autre débat, des débats que j'aimerais ouvrir avec vous, par exemple, le système politique belge avec cette multitude de parlements, cette multitude de ministres, cette multitude pour la même compétence. J'aimerais aussi avec vous et avec d'autres personnes, éventuellement, parler, ouvrir cette parenthèse sans la fermer parce qu'elle est vaste. C'est cette Europe, nous faisons partie d'une Europe et nous avons bien vu que l'Europe a aussi ses limites et qu'à un moment donné, avec cette crise, c'est devenu de l'individualisme. L'Italie a été délaissée pour elle-même, l'Espagne pareil. On voit aussi de l'argent en Afrique à certains pays. On a laissé tomber les Européens et on a aidé les Africains. C'est tout à fait idiot. Hein. L'Union européenne a évidemment failli aussi dans cette crise. Hein. Bravo. Ça, c'est un. Bon, ça, on en parlera d'autres moments, j'espère. Chers amis, merci d'avoir suivi cette émission, c'est spécial Ramadan, car chaque jour nous faisons une émission, cette émission spéciale Ramadan, avec notre invité, Monsieur Michel Dardenne, qui est conférencier, économiste, auteur d'un livre, L'Islam dévoilé, que j'aimerais bien aussi vous rencontrer dans ce sens-là, et professeur de langue. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, et à très bientôt. Bon appétit ce soir à tous les musulmans et merci de l'invitation en tout cas. Barakallahu fik, merci, la même chose. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Au revoir. أنزل القرآن للمؤمنين تفتح الجنات العالمين أنزل القرآن أهلنا بك يا هلال سلام عليك يا رمضان أهلنا بك هلال سلام عليك يا رمضان